Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de News en recherche en santé au travail. Pour cette semaine 39, dernière semaine de septembre 2017, je suis professeur Alexis Lescata, responsable de l'unité de santé professionnelle à l'hôpital Poincaré, qui dépend de l'assistance publique de Paris, et professeur en santé au travail à l'université Versailles-Saint-Quentin, qui dépend de Paris-Saclay, et ainsi rédacteur en chef des archives des maladies professionnelles et de l'environnement du groupe Elsevier Masson. Alors cette semaine, nombreux articles. J'ai sélectionné un article sur la question des troubles angioneurotiques par une équipe suédoise qui a publié dans PLOS ONE une revue systématique avec méta-analyse. Alors un petit peu dans le détail, même si vous verrez, je suis assez critique sur la méthodologie. Cette étude reprend un très grand nombre d'articles et fournit, on va voir, une synthèse qui peut être intéressante. Alors ils se sont intéressés principalement au syndrome de Raynaud et de l'association avec les vibrations. Ils avaient une quarantaine d'études qui traitaient sur le sujet, ont pu en inclure 28 dans la méta-analyse. Ils retrouvent une association sur l'exposition aux vibrations de manière significative, avec un méta-odds ratio quand on se limite non pas aux 28 études, mais aux principales études, aux 12 études méthodologiquement valides avec, d'après les auteurs, un faible risque de biais, un méta-odds ratio, un méta-OR à quasiment 7. Cette association est également retrouvée pour l'association avec les neuropathies. On notera quelque chose dont je reparlerai plus tard, qui est l'histoire du délai d'apparition, qui est à la fois plus court et pour des doses plus faibles dans le cadre des neuropathies que pour le syndrome de Raynaud. Le syndrome du canal carpien, ils ont étudié, mais ils ont un très faible nombre d'études, avec des résultats contradictoires et contrastés. Et donc je ne rejoins pas tout à fait les conclusions des auteurs, et je préfère considérer qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour répondre, en tout cas de manière solide, à partir de leur revue et leur méta-analyse. Alors, voilà, vous avez bien compris, je suis un petit peu embêté sur certains aspects méthodologiques pointus sur la revue systématique et notamment les critères de méthodologie élevés par rapport aux critères de méthodologie faibles, qui expliquent à mon avis l'hétérogénéité des résultats que les auteurs observent, notamment entre études transversales et études longitudinales. C'est sûr que le syndrome du canal carpien, il donne les résultats comme si c'était comparable alors qu'il n'y a que 4 études, dont une étude, à mon avis, correcte et qui n'est pas significative. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça fournit un peu une liste d'articles un petit peu détaillés sur cette question-là, qui est plus fréquente qu'on ne le croit, notamment quand on s'intéresse un petit peu à la manipulation d'outils vibrants également réalisés en force. Parce que probablement on sous-déclare et on sous-estime cette pathologie en milieu de travail, en France ou ailleurs, d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement les auteurs, même s'il y a des hypothèses derrière qui ne sont pas forcément vérifiées, remarquent de manière assez systématique que les doses sont plus faibles et les durées plus courtes pour les neuropathies par rapport au syndrome de Raynaud. Ça veut dire que quand on a un syndrome de Raynaud, très vraisemblable que le travailleur est aussi associé à une neuropathie, il faut donc la chercher. Mais surtout, et en termes de prévention, et notamment de prévention linéaire, de savoir dépister ces anomalies en milieu de travail, y compris avec des tests simples que l'on peut faire, comme les tests de discrimination de Weber, qui sont assez simples à réaliser et qui peuvent être faits afin d'effectivement pouvoir avoir des mesures préventives avant l'apparition de syndrome de Raynaud. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je remets toujours un petit peu les principes et les limites de cette analyse qui est très personnelle, avec les conflits ou les liens d'intérêt que je peux avoir, et le fait que les articles ne sont pas toujours disponibles, sauf cette fois-ci, puisque PLOS est d'accès public. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.